Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette Nuit des idées. Chaque année, la Nuit des idées est une invitation à célébrer le partage des savoirs et des idées entre les pays et les cultures du monde entier, en embrassant toutes les disciplines, dans les arts comme dans les sciences, afin d'écouter celles et ceux qui font progresser la réflexion dans tous les domaines. Elle est une occasion qui nous est donnée de réfléchir sur les grands enjeux de notre temps. En ce moment même, plus de 200 nuits des idées sont organisées en France, mais aussi à l'international sur les 5 continents. Et ce sont des voix essentiellement locales qui viendront explorer le thème qui est proposé cette année, qui est le thème proche de cette 6e édition de la Nuit des idées, sous la forme de rencontres, de débats festifs et participatifs, comme c'est le cas pour nous ce soir, où vont se mêler des conférences, des forums, des tables rondes, des ateliers, des créations artistiques, des projections, des concerts, du théâtre, ou encore, comme c'est le cas ici en Hongrie, un atelier pour les enfants. Cette année, la Nuit des idées en Hongrie s'intitule « Protocole de rapprochement » et bénéficie du soutien de l'Institut français à Paris. Il s'agit d'explorer notre modernité qui se caractérise par un accès croissant aux autres et au monde et de réinterroger la notion du proche. Vous pourrez, pendant la soirée, utiliser le module questions-réponses qui se situe au bas de votre écran. Ainsi, vous pourrez poser toutes vos questions sur ce que peut vous évoquer ce thème. Et ces questions seront ensuite relayées à nos orateurs. Je remercie les équipes de l'Institut français de Hongrie qui ont préparé cet événement ces derniers mois et bien évidemment les invités qui ont accepté avec enthousiasme de contribuer à nos réflexions dans cette table ronde dont le titre est posé sous la forme d'une question, le numérique, une solue évolution. Donc, la modération de cette soirée sera réalisée par Madame Anna Sándor, qui est journaliste, et comptera la participation du docteur Agnes Gila, qui est psychologue au département de psychologie d'ELTE. De l'université Pázmány. Le professeur Valérie Schaffer, qui est historienne et professeure d'histoire contemporaine et histoire en télécommunications, ainsi que le professeur George Cepeli, qui est sociologue, professeur émérite et chercheur. Je laisse désormais la parole à la maîtresse de cérémonie, qui est Madame Anna Sándor. Merci beaucoup, merci Sébastien. Un grand bonjour pour tout un chacun, un grand bonjour à tous nos participants, à toute personne intéressée par cette soirée consacrée à un débat, à une discussion concernant cette notion de rapprochement. Un grand merci également de ma part pour m'avoir demandé de modérer cette soirée. En fait, en plus pour moi c'est une première car ce n'est pas un débat personnel étant donné les circonstances, mais nous sommes en ligne et notamment nous pourrons encore mieux aborder la question comment nos rapports ont changé dans un environnement en ligne. Nous allons consacrer à peu près une cinquantaine de minutes à des petites conférences. Il y a alors les 3 personnes citées par Sébastien qui vont parler, qui vont présenter certaines choses concernant ce terme. Mais pendant ce temps-là, je vous invite à poser des questions dans le module questions-réponses. Alors, après cette table ronde d'une cinquantaine de minutes environ, nous allons pouvoir, grâce à vos questions, consacrer 25-30 minutes à des questions-réponses. Commençons par les commencements. Nous sommes en ligne. Nous discutons en ligne. Au cours de la dernière année, c'est déjà un an, c'est quasi incroyable,
Alors, nous sommes en ligne. Alors, j'aimerais poser la question à nos panélistes s'ils pouvaient identifier un instant, un moment de révélation pour dire ah, nous sommes en ligne, nous communiquons en ligne et quelque chose a changé dans notre vie. Car Internet, nous utilisons depuis quasi une vingtaine d'années, nous nous chattons, nous nous écrivons, nous utilisons des messageries. Internet fait partie intégrante désormais de notre vie. Mais ça a vraiment changé au cours de cette dernière année, malgré le fait que nous connaissions Internet. Commençons par moi-même. Pendant le confinement du printemps, j'avais une amie à Singapour qui enseigne avec cette amie et nos amis hongrois, nous avons organisé une rencontre. Nous avons pris en compte les fuseaux horaires, etc., etc., etc. Et puis, grâce à cette possibilité en ligne, non seulement nous avons discuté, mais nous avons joué à un jeu de société. Et ce qui est intéressant, que jamais avant, on ne l'a pas fait. Nous avons toujours attendu le retour de cet ami pour nous voir. Et c'est ce confinement, en fait, nous a poussé à utiliser un outil déjà existant pour cette fonction-là. Alors maintenant, pour une petite tour de table initiative, en tant qu'initiation comme rituel à notre discussion, j'aimerais leur demander de bien vouloir partager un petit peu les idées, de faire connaissance à nos panélistes puissent faire connaissance à nos invités participants. S'ils ont quelque chose comme cela, comme opinion. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment une expérience personnelle de ce type. Mais à l'école doctorale, il y a un examen complexe. Au bout de 2 ans, nous décidons si le candidat peut soutenir son doctorat ou pas. Cet examen, c'est vraiment un examen extrêmement important. Il y a alors également tout un jury qui est présent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pendant 2 jours, 6 étudiants, 6 candidats ont passé cet examen. Et d'ailleurs, j'ai réussi à inviter des collègues, des chercheurs des 4 coins du monde, des personnes que je n'aurais jamais pu inviter avant pour participer à cet examen. Alors pour moi, c'était une sorte de révélation, car oui, je vais inviter des experts des 4 coins du monde dans l'avenir aussi. Donc je ne vais plus jamais revenir, et nous n'allons plus jamais revenir à l'état avant Covid, je pense. Agnes ou Valérie? Je peux peut-être répondre. Alors d'abord, je voudrais remercier l'ambassade à la fois de France en Hongrie et l'Institut français de Hongrie pour cette invitation. C'est un plaisir de découvrir avec vous cette nuit des idées et en même temps ce regret de ne pas retrouver Budapest, qui est une ville que je trouve absolument incroyable. Et voilà ce qui a changé aussi dans nos vies, c'est qu'au lieu effectivement d'être avec vous ce soir en Hongrie, je suis dans mon canapé et je découvre une fonctionnalité absolument géniale qui est aussi celle de l'interprétariat en ligne. C'est ma première expérience et je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante de pouvoir dialoguer ainsi, chacun dans sa langue, à distance, en même temps, et grâce non pas à la technologie, mais aussi aux personnes et aux personnes qui interprètent en même temps que nous parlons ceci. Mais pour répondre plus directement à votre question, alors moi, c'est un souvenir dont j'espère qu'on va un jour revenir en arrière. C'est plutôt un mauvais souvenir et un souvenir personnel. C'est le premier confinement en France où brutalement, je me retrouve avec 3 adolescents à la maison. Des cours qui passent en ligne, totalement désorganisés, puisque chaque professeur, finalement, et selon les établissements, utilisait ses propres méthodes, ses propres plateformes. Personne n'était prêt. On pense être très équipé en technologie et finalement, je me suis retrouvée avec pas suffisamment d'appareils à la maison, à devoir travailler tout en
faisant aussi les devoirs avec les enfants, les suivis, on se rend compte là que ce ne sont pas finalement ces digital natives aussi à l'aise avec le numérique qu'on croirait. Ils sont très forts sur TikTok, mais pas forcément sur d'autres plateformes ou d'autres façons d'interagir. Et brusquement, tout se bouscule dans la journée entre la vie personnelle, la vie professionnelle, l'éducation des enfants et donc une désorganisation totale au départ. Donc voilà, c'est ça mon souvenir, c'est ce numérique qui prend une place énorme dans nos vies parce que brusquement, il sert à toutes les activités et à tous les membres de la famille en même temps. Et j'espère qu'on va revenir un peu en arrière là-dessus parce que c'est vraiment, ça a été très difficile et on continue à jongler. Puis moi en dernière, un grand bonjour à tout un chacun, un grand merci également pour l'invitation. Eh bien, en ce qui concerne mon expérience personnelle, c'est également relatif à l'enseignement en ligne. Je n'aimerais pas entrer dans les détails car je sais que tout le monde en a fait l'expérience. Alors, j'aimerais plutôt me focaliser sur mon travail psychologue. Moi, je m'occupe des enfants en tant que psychologue. Et quand nous avons commencé des séances en ligne, eh bien, au début, il fallait être, disons, hyper créatif. Car au début, je me suis dit, comment je vais faire en ligne les jeux de société, les dessins et tout ce qu'on fait normalement, directement. Et puis, en fait, en quelques jours, en quelques semaines, nous avons réussi à mettre en place d'activités, d'applications grâce à des applications en ligne et il fallait chercher des choses. Alors, avec les enfants, nous avons identifié des applications pour dessiner ensemble. Nous avons également trouvé des applications incroyables en ce qui concerne des exercices de développement, des compétences cognitives. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment l'expérience hyper positive qu'en cherchant, quand il faut vraiment être créatif, on trouve quelque chose. Merci beaucoup. J'aimerais poser une première question à Valérie. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, des petites histoires personnelles, qu'en fait, notre vie a été chamboulée par ce développement, l'envahissement de notre espace de communication par les outils numériques. Donc la communication numérique, bien évidemment, c'est quelque chose que Valérie, vous connaissez très bien. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais nous l'utilisons différemment. Alors, cette nouvelle utilisation, ce nouveau mode d'utilisation, est-ce que ça peut être appelé une révolution vraiment? On avait l'habitude de dire qu'on vivait une époque révolutionnaire en communication. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, les révolutions de la communication, effectivement, elles ne sont pas nouvelles. Si on imagine le changement qu'a créé le téléphone ou même le télégraphe avant, en termes de rapport à l'espace et au temps, il y a évidemment eu des changements précédemment. La révolution numérique, alors c'est un terme que les historiens manient avec précaution, on est toujours très prudent parce que dans l'idée de révolution, il y a l'idée de quelque chose de très rapide. Et on se rend compte que dans l'acceptation, l'arrivée du numérique, que ça soit les ordinateurs personnels dans les foyers, que ça soit Internet et le web, ça a été progressif. Il y a des rythmes différents selon les pays, selon les individus, etc. Mais évidemment qu'on a connu des changements qui sont et qui touchent à tous les domaines de nos vies, à la fois personnel et professionnel. Et il y a eu cette accélération effectivement importante en 2020. Est-ce que c'est une révolution? La question, dans l'idée de révolution, il y a l'idée un peu de table rase et de justement retour en arrière qui n'est plus possible. Or, avec le temps, on va voir effectivement ce qui va rester de ces changements et ceux qui vont s'inscrire dans la durée. On est dans l'urgence. Alors effectivement, je pense que le monde de la recherche, le monde académique va par exemple évoluer, être de plus en plus
connectés, on était déjà dans un système international, mais cette possibilité d'inviter des collègues des États-Unis sans qu'ils se déplacent, de partager, etc., ça va rester. Ça a transformé les métiers aussi. On s'est rendu compte que des métiers peuvent aussi se faire en télétravail. Après, ça n'abolit pas les règles, les législations actuelles sur le télétravail, etc. Donc, il faudra voir aussi comment les lois dans le domaine du travail, par exemple, prennent en compte ce type de choses. Et puis, j'aimerais souligner quelque chose de très important, c'est qu'on a vu la force de ceux qu'on appelle les mainteneurs. Il y a un courant aujourd'hui qui dit on s'est focalisé sur l'innovation dans le domaine des technologies, les inventeurs géniaux, les nouvelles apparitions. Et finalement, qu'est-ce qui tient aujourd'hui tout ça et toutes ces communications? C'est des réseaux avec derrière des gens, des systèmes, des mainteneurs pour faire fonctionner tout ça. Des entreprises qui très rapidement, en communication, ont réussi à s'adapter pour supporter de nouveaux usages ou des usages qui augmentés. On est beaucoup plus, par exemple, en ligne pour des contenus audiovisuels en ligne sur Netflix et sur d'autres. Il fallait aussi que les réseaux les supportent, il fallait tenir tout ça. Et ça nous prouve aussi l'efficacité de ces infrastructures et l'importance de ces mainteneurs. Alors, je ne veux pas être trop longue, j'aurai plein d'autres choses, mais on va y revenir au cours de cette table ronde. On aura plein d'autres occasions de revenir sur ces thématiques. Mais cette idée de révolution, d'évolution, de solu-évolution, pour reprendre le thème de la table ronde, elle est évidemment très, très intéressante. Merci beaucoup. Et vous avez dit en début de votre réponse qu'au cours de l'histoire, beaucoup d'étapes de communication ont été franchies par l'humanité. Est-ce que vous pourriez dresser des parallèles entre ce qui se passe maintenant dans cette dernière année? Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que ce que nous avons vécu cette dernière année se ressemble aux différentes étapes de communication que l'humanité a déjà franchies? C'est une question extrêmement difficile parce qu'elle est à la fois sur deux choses. Il y a la question de la situation sanitaire qu'on traverse et qu'il faudrait mettre en parallèle avec l'histoire des pandémies passées. On commence à le faire et à y réfléchir, et on voit aussi que la manière dont est traitée aujourd'hui cette crise mondiale est traitée différemment d'autres épidémies qui sont extrêmement importantes comme Ebola, qui n'a pas touché directement certaines régions de la planète et qui, du coup, crée éventuellement moins de médiatisation ou moins d'urgence aussi sanitaire et de réponse. Donc, on a ici une histoire des pandémies à dresser, et puis on a une histoire de ces technologies, évidemment, qui intervient ici. Faire des parallèles, en tout cas, retrouver dans l'histoire des situations où les gens ont eu besoin de communiquer par tous les moyens qui soient. Je pense aux lettres que les soldats qui étaient au front envoyaient à leurs familles, avec des temps, bien sûr, de réception beaucoup plus longs, l'usage des médias pour garder des liens, pour se rapprocher, pour garder des liens avec la famille, pour garder des liens avec l'humanité, rester aussi tout simplement humain. Il y en a eu et ils ont été utilisés dès les premières lettres qui sont envoyées évidemment à travers les pays. Avoir par contre ainsi toute une... des dizaines, des centaines de pays qui aussi rapidement basculent, se réinventent via le numérique, que ça soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, c'est effectivement, je crois, assez inédit. On a inventé, il y a une créativité en ligne fabuleuse, mais il y a aussi une accélération des usages et du temps qu'on passe tout simplement en ligne, et des choses qui sont pas nouvelles, mais qui se sont amplifiées, que ça soit l'envoi d'emails, que ça soit l'usage de la visioconférence ou autre. Donc, c'est aussi un usage augmenté, on va dire, et notamment en termes de temps, de ces technologies. Et on n'entend plus le discours, parce qu'avant, il y avait la peur de l'isolement via le numérique. Longtemps, le discours, c'était au contraire, si les ados sont trop en ligne, ils vont s'isoler. Et aujourd'hui, on entend beaucoup moins cela, évidemment, parce que ce numérique devient effectivement un moyen, au contraire, de garder des sociabilités et des activités.
Et le numérique contribue également à un phénomène très intéressant, à savoir que sur les plateformes numériques, il y a du contenu qui est créé, enfin une grande partie du contenu, une partie de comment on traverse la pandémie est reflétée sur ces plateformes en ligne. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que ce contenu qui est généré sur Internet, il y a un danger d'une part parce que tout ce qu'on met sur Internet reste là, mais d'autre part, tout ce qui est partagé sur Internet devient obsolète très vite. Alors, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on peut préserver ce contenu qui parle de la pandémie et qui en parle en ligne? Comment est-ce qu'on peut archiver ces contenus? Comment est-ce qu'on peut les laisser en héritage aux historiens du futur? Et qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la valeur dans cette pandémie? Alors, merci de cette question parce que évidemment, on a la question aussi de qu'est-ce qui va rester de ces expériences, mais aussi de communication, de formes de communication, qu'elles soient institutionnelles, gouvernementales ou autres, et puis de la parole des internautes. Alors, vous avez avant dit quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est qu'on crée du contenu sur des plateformes, mais il me semble qu'un enjeu aussi de cette pandémie, c'est aussi le choix au niveau technologique de nos plateformes. Je pense que ça va renforcer d'une certaine façon les grands opérateurs de communication et notamment ceux qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., uniformiser aussi d'une certaine façon les solutions technologiques qu'on choisit. Et donc derrière, il y a des enjeux de liberté numérique, de liberté d'expression, de choix de ces plateformes, de viabilité des plus petits dans le monde numérique. Donc, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants pour notre avenir, technologique aussi. Mais pour répondre plutôt sur ce qui va rester et les traces de toutes ces formes d'expression, grâce à la fois l'archivage du web qui est fait depuis 1996 déjà par la Fondation Internet Archive, et on retrouve des milliards de pages web archivées en ligne quand on va sur la Wayback Machine, mais grâce aussi à tous les États qui ont mis en place des archivages du web nationaux, des millions de traces ont été gardées, que ce soit des sites web qui sont régulièrement archivés, que ce soit des tweets, que ce soit… Alors, selon les réseaux sociaux, il y a des différences. Par exemple, TikTok est beaucoup moins bien ou Instagram archivé que Twitter. Facebook pose aussi des problèmes d'archivage et de statut privé-public, mais on a des millions de pages web et de contenus archivés. Il y en a pour la Hongrie. Il y en a bien sûr en France aussi, grâce à la Bibliothèque nationale de France et à l'Institut national de l'audiovisuel. Mais en Hongrie, depuis 2017, est mis en place un archivage du web. Et là aussi, les archivistes de la Bibliothèque nationale ont réagi très vite, ont été très réactifs pour justement créer des collections spéciales dédiées à la crise de la Covid-19, alors qui ne sont pas encore accessibles directement à la Bibliothèque nationale, mais qui le seront dans l'avenir et certainement assez rapidement pour les chercheurs, pour les historiens. Et quelle est la valeur de ces sources? C'est un de mes fonds privilégié de recherche. Alors, je vais vous dire qu'il est évidemment énorme, mais il faut imaginer que dans 50 ou 60 ans, effectivement, et davantage, l'historien pourra reparcourir ces sites web, étudier par exemple la communication des gouvernements en ligne lors de la crise de la Covid, mais retrouver aussi des blogs tenus par des gens qui tiennent des journaux de confinement, retrouver les chansons qui sont nées ou qui ont circulé sur Twitter, liées aussi à cette crise, puisqu'il y a eu beaucoup de choses aussi faites en musique, en vidéo, et donc retrouver là effectivement nos vies numériques de 2020 et d'une partie, j'imagine, de 2021.
Quels sont les contenus qui sont créés? Bien sûr, les actualités sont intéressantes, les tweets personnels, mais est-ce que par exemple une publicité peut être intéressante? Je veux dire, comment une publicité réagit par exemple au fait que les masques sont passés à la mode et il y a des masques avec différentes formes et couleurs. Est-ce que tout ça est à archiver? Alors, vous mettez là le doigt sur un des points faibles de l'archivage du web. Il n'aime pas trop la publicité. En tout cas, pendant longtemps, les publicités n'étaient pas forcément archivées. Puis, vous savez aussi, on a des fenêtres personnalisées, des publicités qui sont personnalisées selon les usagers. Donc, ça, c'est assez compliqué pour les robots qui vont crawler le web, qui vont l'archiver. Donc, non, on n'aura pas tout et ce ne sont pas des collectes journalières. Pour la plupart des sites, on aura des échantillons. On ne sera pas exhaustif sur toute la période, mais les archivistes ont fait un formidable travail de sélection, de curation pour essayer d'être au moins représentatif, à défaut d'être exhaustif. Je vous donne quelques exemples. Ils se sont intéressés, alors là, je vais prendre un cas au Luxembourg. La Bibliothèque nationale du Luxembourg a cherché à représenter les différentes communautés qui vivent au Luxembourg, que ce soit donc les différentes langues, à s'intéresser aussi aux travailleurs transfrontaliers qui viennent travailler au Luxembourg et pas juste au cas du Luxembourg, aux communautés religieuses qui donnaient des conseils en ligne à leurs croyants et pratiquants et en embrassant toutes les religions qui sont représentées au Luxembourg. L'éducation, évidemment, a été aussi suivie, ce qui se passait au niveau des écoles, des consignes gouvernementales. Donc, une volonté comme ça d'être très large dans cette collecte et de représenter une variété de pans de la société. Et ça, c'est assez fabuleux. Et donc, pas que des sites gouvernementaux, mais vraiment tout. C'était très dur pour eux, tous les secteurs étant impactés. Il a fallu vraiment engager une vraie réflexion sur cela. Merci beaucoup. On a parlé des publicités et donc on est revenu à notre vie personnelle et en quelle mesure les publicités sont faites sur mesure. Merci beaucoup pour les réponses, Valérie. Là, on pourrait demander aux spectateurs de bien vouloir réagir et nous dire que il y avait beaucoup de blagues sur le fait que les personnes sont très bien habillées tant qu'elles se voient. Par contre, les pantalons sont toujours des pantalons pas trop élégants. Donc, je pourrais demander aux spectateurs qui sont ceux qui se sont bien habillés. Et je pourrais aussi demander comment notre vie quotidienne a changé, quelles sont les expériences que nous avons vécues. Est-ce que notre vie publique et notre vie privée ont commencé à se mélanger comme les vidéocaméras sont allumées et que notre maison, notre atmosphère privée est montrée. Et là, je demanderai à Monsieur György Csapali quels sont les effets de la communication numérique sur la société. Est-ce qu'on communique davantage ou est-ce qu'on a commencé à communiquer différemment? Avant de répondre directement à la question, je voudrais mettre en exergue trois points de vue, 3 points sur ce qui s'est passé cette dernière année. Tout d'abord, est-ce que c'est une révolution ou non? C'est une évolution, c'est sûr. Nous sommes au début d'une évolution dont on ne connaît pas encore la fin. C'est une technologie très primitive à travers laquelle on communique. Bien sûr, c'est une grande avancée par rapport à ce qu'on a fait il y a une dizaine d'années quand on a fait qu'envoyer des emails. L'évolution numérique est là et fait partie de notre quotidien. Et à mon avis,
ça va au fur et à mesure occuper une plus en plus grande part dans notre vie. À mon avis, s'il est difficile d'utiliser ces plateformes, c'est qu'il faut construire la proximité. Vous savez, les animaux ont une tâche très facile. Les souris, par exemple, génétiquement, savent qu'elles doivent fuir quand elles voient un chat. Et les chats sont génétiquement programmés pour chasser les souris. Mais nous avons des problèmes d'identité, même il y a 30, 40 000 années, on a passé des crises d'identité et c'est une angoisse très forte qu'on sent autour de nous. Et ce que Agnès a dit tout à l'heure, je pense que c'est très important, des programmes éducatifs sera nécessaire pour que la proximité, le proche puisse être construit et puisse être créé. Parce que les prémices d'auparavant ne sont plus valables. Et si on veut avoir du succès, si on veut avoir une solution, c'est qu'il faut construire l'identité. Et en tant que sociologue, ce que je voudrais dire, c'est que d'un point de vue sociologique, il est très difficile d'aborder ces phénomènes. Comme Valérie l'a très bien dit, pas tout le monde a les moyens de communiquer. Par exemple, l'Internet n'est pas très fort, n'est pas très performant partout. Moi, je fais des cours en ligne pour l'université de Miskolc, donc c'est une ville en Hongrie. Et ce qu'on voit, c'est que pas tout le monde a accès à Internet de la même façon. Et donc, il y a un grand écart entre les pauvres et les plus aisés. Et c'est un grand écart. Oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a un écart. Donc, nous avons ceux qui ont des outils informatiques, mais qui ne sont pas capables de les manipuler. Par exemple, les seniors ne sont pas toujours capables de manipuler ces outils. Et puis, pour revenir à ma question d'origine, même pour ceux qui savent utiliser ces plateformes, ces outils, même pour ces personnes-là, il est très difficile de s'adapter à la pandémie et à l'avancée de la communication numérique au cours de la pandémie. Donc, j'ai demandé si on communique plus ou si on communique différemment. Vous, en tant que sociologue, qu'en pensez-vous? Effectivement, il y a un grand écart, mais il y a plusieurs petits écarts aussi. Est-ce qu'on communique davantage ou non? À mon avis, il est très difficile de mesurer ça. Les personnes communiquent, seulement les morts ne communiquent pas, sinon tout le monde communique. C'est juste le canal qui est différent et les difficultés de communication sont différentes. Et vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup d'écarts de génération en génération. Et ceux qui sont à la bonne partie de l'écart savent qu'il y a des plateformes avec lesquelles on peut relever ces défis. Même les seniors qui sont dans les foyers peuvent être enseignés. Et que pensez-vous, ceux qui n'ont pas accès à Internet, à ces formes de communication, comment est-ce qu'on pourrait les aider? Par des programmes étatiques, par les programmes des ONG? Déjà, comment introduire, par exemple, des outils informatiques à un endroit où ça n'existe pas? Bien sûr, ça fera partie ça fera partie de l'État, des tâches de l'État, comme l'électricité, l'eau, le téléphone, font partie de ce qu'on appelle les services universels. À l'instar de ces services, Internet devrait également être mis à la disposition de tous. Et c'est l'État qui devrait mettre à disposition de tous la possibilité de communication avec l'aide des organisations
organisations non gouvernementales. Ceux qui ont de l'Internet, des outils, peuvent coopérer et peuvent aider ceux qui n'ont pas accès à ces communications, à ce type de communication. Vous savez, le travail social, auparavant, ça veut dire qu'on a apporté à manger aux familles pauvres. Là, c'est différent. Il faut apporter de l'Internet à ceux qui n'en ont pas. Et bien sûr, le sphère du business, les grandes multinationales, les entreprises de télécommunications ont également leurs tâches à accomplir et ont également intérêt à ce que de plus en plus de personnes puissent accéder à Internet, parce que Internet devient un marché aussi. Dans le marché pré-numérique, le marché pré-numérique n'est plus suffisant, donc les grandes multinationales ont intérêt à inclure de plus en plus de personnes dans le marché en ligne. Igen, amiről most itt ugye beszélgetünk, ezek szétszakadási. Nous avons parlé alors anyagi. En fait, nous venons d'aborder certaines questions d'écart et de séparation au sein de la société. Plusieurs études ont été lancées, notamment que même les individus commencent à se séparer, notamment la distanciation sociale fait que nous nous sommes séparés individuellement. La grande question qui se pose, si c'est possible alors que ces individus distanciés socialement, physiquement, est-ce possible que ces individus puissent se voir, par exemple, dans en fait l'espace virtuel. Alors, souvent, nous étions alors contraintes à être juste avec nos amis dans l'espace en ligne, c'est-à-dire est-ce que c'est visible cette séparation dans les réseaux sociaux? Monsieur Ciappelli n'est pas muté et malheureusement l'interprète s'entend et entend également la personne, alors... Donc, à Miskolc, j'ai eu des élèves, des étudiants qui ont démontré clairement ce phénomène d'isolation. Donc, étant donné donc en fait, il y aura toujours des épidémies, il y aura toujours des problèmes. Donc clairement, il y a plusieurs questions que nous devons nous poser. Il faut en fait apprendre aux personnes de s'adapter à cette situation. C'est quoi l'évolution? L'évolution, c'est une question d'adaptation. Alors, les espèces qui ne savent pas s'adapter disparaissent. Et nous sommes en train, en fait, d'apprendre à vivre dans ce nouvel espace, dans cet nouvel espace. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais aborder comme question, c'est-à-dire notamment notre espace individuel est en train de modifier et il y a un certain burn-out car les plusieurs espaces de plusieurs aspects de notre vie s'imbriquent et nous ne pouvons plus séparer par exemple notre espace professionnel, notre espace intime. Il y a souvent de télétravail, contraintes, mais on essaye alors d'éduquer les enfants qui sont à l'école en ligne. Le burn-out devient alors comme un phénomène social et il faudra traiter, gérer cela. Oui, absolument. Absolument. En fait, on peut gérer cela, on peut manager cela. Il faut trouver les moyens. Encore une question. J'aimerais vous poser encore une question.
Je ne sais pas si, en tant que scientifique, vous a donné des prédictions. Est-ce que vous voyez déjà certains signaux qui nous disent qu'il y a certaines choses que nous devons déjà, pour ainsi dire, apprendre comme conséquence? Eh bien, en fait, nous sommes en train d'apprendre ce que nous aurions déjà dû apprendre. Toute société doit se baser sur la confiance. Confiance entre nous et envers les autorités, ainsi de suite. Alors, les cas qui réussissent, les success stories, c'est quand il y a vraiment confidence et confiance. Mais les sociétés, les communautés et les personnes qui ne peuvent pas avoir confiance vont échouer. Merci beaucoup. Et alors, continuons par la question d'individu, car c'est ce qui, en fait, nous concerne, c'est ce qui nous arrive au jour le jour. Et en fait, là, il y a vraiment un grand écart social. Qui a accès à la communication en ligne et qui n'en a pas? Agnes, j'aimerais te poser la question suivante. Si on part d'une situation générale, d'une question générale, comment la numérisation influence en fait notre communication. Donc déjà avant l'épidémie, il y avait des utilisations, des utilisateurs de Facebook, il y avait vraiment également des commentaires qu'on a vu déjà auparavant, bien moins polis en ligne que c'était le cas personnellement. Et comment ça influence notre espace de communication? Oui, en effet. Le cyberbullying, c'est un harcèlement sur Internet, c'est un phénomène connu. Grâce à Internet, beaucoup de personnes jouissent de l'anonymat. Et l'anonymat les pousse à être, pour ainsi dire, entre guillemets, plus courageux. Et alors, toute personne qui avait déjà des frustrations auparavant se sentent plus en sécurité pour répondre grâce à cet espace plus anonyme. J'aimerais revenir aux idées du professeur Ciappelli, c'est-à-dire il y a des enfants en situation de vulnérabilité, des zones, des régions en situation de vulnérabilité. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, avant mon poste actuel, j'ai été psychologue dans des zones, notamment à Miskolc, très très démunies. Et en fait, clairement, il n'y avait pas d'accès à Internet et l'école en ligne. Je voyais des familles où il y avait 7-8 enfants, voire plus, qui auraient dû, les 7-8 ou plus, suivre l'école en ligne parallèlement. C'était juste impossible. Alors, c'était une charge supplémentaire sur les épaules des enseignants, car en ligne, bien sûr, on peut faire certaines choses, mais off-ligne, c'est-à-dire en dehors, en amont, par exemple, il fallait réfléchir, il fallait préparer les exercices, et puis très peu d'exercices ont été réellement faits par les enfants. Ça a créé beaucoup de difficultés. Mais revenons à la question initiale. Comment la communication en ligne se répand dans notre espace? Eh bien, la forme actuelle en ligne des rapports personnels, eh bien, cette forme, d'une certaine manière, jusqu'à un certain degré, est capable de remplacer ou de substituer notre communication en direct, mais ça a des limites. Car quand nous parlons personnellement, nous avons comme une image globale
de l'autre personne. Nous avons beaucoup plus d'informations sur les intentions de la personne. Nous pouvons vraiment analyser à quel point l'autre personne est proche ou pas. Et il y a également des gestes qui nous renseignent sur l'autre personne. Donc nous obtenons beaucoup plus d'informations quand nous discutons en direct que quand nous discutons en ligne. Donc la communication en ligne peut être informative, mais jusqu'à un certain degré. Et en plus, nous ne pouvons pas toucher l'un de l'autre, nous ne pouvons pas avoir alors des leviers d'intimité, de leviers qui instaurent la confiance. Ainsi, certaines relations peuvent devenir plus en plus superficielles sans ce contact physique. Ainsi, les relations personnelles donnent plus. En ce qui concerne les canaux de communication notamment, et en ce qui concerne la globalité de l'information, ce que nous pouvons transmettre dans l'espace en ligne, c'est les mots. Un peu notre expression du visage. Mais il y a clairement un manque qui est là. Oui. Donc en fait, il y a également une question d'adaptation, c'est-à-dire pendant un certain temps, nous pouvons nous dire que ok, nous sommes obligés de maintenir certaines relations, mais que ça va finir et c'est notre impatience qui nous pousse à continuer comme cela. Et puis en fait, quand il y a des absences, des manques, eh bien, alors, quelquefois, on doit se poser la question si nous pouvons créer une réalité commune. Est-ce que nous pouvons sentir les mêmes odeurs, les mêmes saveurs, le même environnement, par exemple? Oui, en effet. Il y a certaines expériences personnelles. Par exemple, quand j'étais avec les enfants directement ensemble dans une salle et nous avons tous vu que la neige a commencé à tomber, ça est devenu un souvenir commun. Donc là, oui, en effet, nous sommes limités. Cela, nous ne pouvons plus vivre maintenant. Oui, et j'ai encore une question à ce propos. Alors, si le volume de la communication en ligne augmente, quels peuvent être notamment les impacts sur nos amitiés, sur notre comportement envers l'autrui, dès qu'on quittera en ligne pour nous retrouver dans la réalité réelle? C'est une question intéressante. Et c'est sur ce point que j'aimerais parler un petit peu de notre sujet de recherche. Notamment, il y a la question de la dépendance qui se pose également. En général, la dépendance existe pendant cette période actuelle. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'utilisation d'outils et d'appareils et d'applications. Donc, les personnes qui étaient déjà enclins avant l'épidémie de la COVID de s'oublier, pour ainsi dire, dans cet espace numérique, et les personnes qui passaient beaucoup de temps déjà en ligne avant, ces personnes-là, ce que nous pouvons constater, et nous avons les premiers résultats d'ailleurs scientifiques à ce propos, c'est-à-dire les personnes déjà plus enclins à trouver l'issue ou un échappatoire dans l'espace en ligne, il y a une question de dépendance qui se pose. Mais la racine de cette dépendance, ça se trouve avant, en amont de ce confinement. Mais clairement, c'est un facteur qui les a mis en danger. Et
ces personnes sont celles qui vivent non pas dans la réalité réelle, mais dans la réalité en ligne, virtuelle. Donc en fait, tu viens de dire, ou on vient de dire qu'en fait, c'est un outil qui peut être bien utilisé, mais aussi mal utilisé. La question en fait est la suivante. D'accord, où est la limite, où est la frontière entre une utilisation saine et une utilisation maladive de ces outils? Comment nous pouvons alors voir, même nous-mêmes, que ça, c'est la frontière à ne pas dépasser? Merci de cette question. C'est un facteur, une question très importante. L'utilisation saine. En fait, il s'agit d'une utilisation saine quand le temps passé avec nos outils d'application en ligne n'enlève rien à nos résultats, à nos relations. C'est-à-dire quand ça reste en fait un temps qui est positif et qui est par exemple un atout pour rajouter quelque chose pour nos relations, plus de réseautage. Nous pouvons, par certaines applications, renforcer notre mémoire, nous pouvons nous amuser, donc nous pouvons mieux nous connaître souvent. Donc en fait, c'est une distraction. Une utilisation saine, c'est quand il s'agit de distraction. Oui, mais quelles sont ces applications? Parce que nous ne connaissons pas toujours. Et nous pouvons lire énormément de choses sur le côté négatif, la dépendance des jeux vidéo, etc., etc. Mais développement des compétences, nous en entendons beaucoup moins parler. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu davantage? Oui. J'ai des exemples tout à fait concrets. Plusieurs études soutiennent le fait que les personnes qui jouent beaucoup avec des jeux de tir, ces personnes-là ont des compétences très développées en ce qui concerne la distinction faite entre le background et les personnes. Il y a plus de distinction faite entre les couleurs et entre les mouvements. Donc ça peut avoir un impact positif. Mais tout dépend également de notre motivation personnelle aussi. Si nous voulons développer, c'est possible. Et en tant qu'expert, si on veut être très pratique et pragmatique, qu'est-ce que vous conseillez? Comment nous pouvons utiliser de manière tout à fait consciente ces outils pour que ça nous serve? Quelles sont les choses auxquelles nous devons faire attention? Oui, je n'ai pas encore vraiment abordé le côté négatif. Oui. Alors, il s'agit de dépendance ou de l'utilisation problématique quand on passe trop de temps à ces outils. C'est-à-dire, on ne peut plus se focaliser ou se concentrer à autre chose. C'est-à-dire, tout ce qui est dans notre tête, c'est-à-dire, quand est-ce que je peux continuer mon jeu vidéo? Quand est-ce que je peux me connecter à Facebook de nouveau? Ça peut commencer petit à petit à dominer complètement nos espaces de vie. En fait, il s'agit d'ailleurs, proportionnellement parlant, d'une toute petite proportion de la population. En ce qui concerne la population européenne, on estime à hauteur de 1 à 5% des dépendances en ce qui concerne les activités en ligne. Dans la majorité des cas, il s'agit des personnes qui avaient déjà des problèmes, c'est-à-dire qui avaient déjà des problèmes en ce qui concerne les résultats scolaires, quand il y a rupture de relations familiales et amicales, car ces personnes-là, petit à petit, ne vivent que pour ces activités et avec ces outils-là. Alors, je repose la question, si un citoyen lambda souhaite faire attention à cela pour respecter ses limites et ne pas glisser dans la dépendance, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vraiment se donner des cadres. Il faut se dire que stop, c'est stop.
Oui, merci beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre temps imparti à la table ronde, eh bien, c'est terminé. Nous pourrions encore continuer pendant des heures, je pense, à discuter. Nous avons juste gratouillé la surface de cette question très intéressante, mais il est temps qu'on regarde quelles sont les questions qui nous arrivent du public. Bien évidemment, vous pourrez répondre à ces questions. J'ai notamment la question suivante. L'intimité et la vie privée, selon la définition, l'intime, c'est ce qui est interne et secret. Mais nous pouvons voir qu'un outil, comme un téléphone portable, entre dans notre espace intime. Est-ce qu'il y a un risque ou une possibilité en ce qui concerne ce dépassement de frontières? Brièvement, je pourrais dire que oui, bien sûr, il y a des effets positifs et négatifs aussi. La possibilité négative, c'est la fétichisation où l'outil remplace l'être ensemble, parce qu'il y a l'outil qui prend le terrain et avec lequel il est plus facile de faire de la manipulation. Donc on peut très bien croire qu'une photo nous aime. C'est plus facile que de croire qu'un être humain nous aime. Mais en ce qui concerne les connaissances, il est plus facile de faire des connaissances sur Internet. C'est plus facile. Merci. Agnès ou Valérie? Je veux bien, pardon Agnès, c'est difficile de savoir, ça c'est un problème en ligne de savoir du coup qui prend la parole et pardon de commencer à nouveau. Disons que la question de l'intimité de son exposition, elle n'est pas nouvelle hein, sur le numérique. En France, un chercheur, notamment comme Serge Tisseron, a déjà mis en avant la notion, alors ça ne va pas être facile à traduire, je le crains, à moins qu'il y ait déjà un mot en hongrois qui soit exactement un néologisme hein, forgé là-dessus, mais on a la notion d'extimité, un mélange entre intimité et extérieur. Cette notion d'extimité, elle était déjà là parce que déjà, on voyait s'exposer hein, des individus qui exposaient leur intimité en ligne. Alors, est-ce que on a davantage fait rentrer en 2020 cette pratique de s'exposer en ligne? À titre d'expérience personnelle, je dirais je reste extrêmement prudente, moi, sur ce que j'expose en ligne et notamment sur mes comptes Twitter, etc., qui peuvent être liés aussi à mes pratiques professionnelles. J'ai vu par contre un basculement chez certains collègues qui se livrent de plus en plus. Et je voudrais juste changer un peu de regard, c'est se dire, est-ce que les gens se dévoilent davantage? Ceux qui ne le faisaient pas, peut-être. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on a aussi envie de découvrir davantage et de regarder davantage. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on ouvre un peu cette fenêtre sur nos vies privées quand on télétravaille et effectivement, on peut avoir des chats qui passent, des enfants qui interrompent, des tas de choses comme ça qui quelque part nous rendent plus humains, mais qui n'étaient pas dans les usages hein, et évidemment professionnels. Mais on se surprend aussi quelque part dans ces formes parfois d'isolement, de sentiment aussi que nos vies changent, avoir ce besoin qu'on n'avait pas forcément avant, de découvrir aussi davantage le monde intérieur, suivre les autres, être attiré par cela. J'en profite parce que j'ai pas du tout parlé de ça, mais quand on parle d'évolution et de solu-évolution avec le numérique et ce qu'on traverse aujourd'hui, j'aimerais souligner ce qui m'a énormément intéressée, moi en ligne, et on travaille actuellement sur ces questions, mais on est loin d'avoir les réponses. C'est aussi, on a parlé d'asymétrie, de génération, c'est aussi la manière dont ces questions sont genrées.
dont les femmes et les hommes, par exemple, peuvent avoir eu des moyens d'expression ou différents en ligne. Et la question de femmes, genre et crise sanitaire et technologie, elle m'intéresse beaucoup parce qu'on a vu certaines dire au contraire, on revient aux années 30, on se retrouve avec des femmes qui se retrouvent brusquement à gérer des tas de choses, hein, la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle, enfermées dans les maisons. On a vu des tas de réactions et je trouve que c'est intéressant aussi de se demander si socialement, il n'y a pas aussi des formes de retour en arrière, hein, justement, et on n'est pas juste tourné bien évidemment vers le progrès, l'évolution, on est aussi un prisonnier de solutions qui ne sont pas forcément ni les plus bénéfiques, ni les plus durables, ni les plus engageantes. Effectivement, c'est une grande question, ce sera une grande question et cette question a fait l'objet de recherches en Hongrie aussi. Mes collègues ont beaucoup écrit sur comment on retourne en arrière et comment l'égalité homme-femme a subi cette crise et comment les femmes ont dû démissionner pour pouvoir s'occuper des enfants qui sont à la maison et qui font des cours en ligne. Et oui, effectivement, c'est un retour dans le passé. Et comme nous en avons parlé, ce n'est pas la seule pandémie mondiale, mais beaucoup de pandémies vont encore venir et comment la société va y réagir. C'est une grande question. Et cette situation, enfin cette plateforme en ligne a fortement encadré ou limité notre possibilité. Par exemple, en cas à mesure, vous pouvez réagir les uns aux autres. Donc, si vous, en tant que participant, vous souhaitez poser des questions les uns aux autres, vous en avez la possibilité. Bon, ben, je voudrais poser une question à Agnès. Comme j'en ai déjà parlé, on pourra inventer des paquets qui aident les gens à mieux supporter les outils du monde en ligne. Donc, des paquets qui aident les gens à apprendre à vivre dans le monde en ligne. Et une question à Valérie. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que l'évolution numérique sera globale ou c'est l'Occident qui va garder le monde en ligne? Donc je réponds en première. Moi aussi je pense qu'il est très important et merci pour cette question. Il sera très important d'avoir des programmes, d'avoir des initiatives à l'aide desquelles les écarts entre générations pourraient être traités et les programmes et des initiatives qui peuvent aider les gens à mieux relever ces défis qui sont causés par le monde en ligne. Et d'ailleurs, j'encouragerai la création d'applications qui sont des tutoriels pour que les plateformes et les outils de communication numérique puissent être mieux utilisés. Voilà, ce sera très important et c'est une initiative qui pourra aider les gens à vraiment bien utiliser les plateformes. Ce serait très bien si les utilisateurs pouvaient monitorer combien de temps ils ont passé sur les plateformes et est-ce que ces plateformes ont été bien utilisé par eux. Par exemple, un cadre du temps pourra être fixé et cela aidera les utilisateurs à ne pas dépasser un certain cadre du temps en ligne.
Alors, moi, je suis très heureuse aussi de la question sur, sur l'avenir, même si les historiens sont très mauvais, hein, donc je peux me tromper là-dessus. On est peut-être plus doué pour lire le passé que l'avenir, mais on voit des tendances en tout cas. Ces tendances, c'est le renforcement des empires hein, qui existent déjà, de la communication. Et effectivement, c'est ce que j'essayais de souligner un peu. Je crains que la crise renforce finalement les asymétries. Hein, à qui profite la crise? Voilà la question. Et pas que dans le numérique ou les technologies, mais certains vont en sortir encore plus puissants et enrichis et d'autres encore davantage exclus ou appauvris. Et là, ça va effectivement poser des véritables enjeux à la fois à l'intérieur hein, de nos pays, à l'intérieur de l'Union européenne et au niveau mondial. Et on voit aujourd'hui, à travers des phénomènes, que ce soit de protestation hein, contre les confinements, que ce soit les événements récents qui sont certes très politiques aux États-Unis, hein, liés aux élections, mais qu'on a des sociétés effectivement bouillonnantes et des gens qui se sentent oubliés et d'autres et des entreprises qui sont de plus en plus puissantes face à d'autres qui aujourd'hui engagent réellement leur survie. Et plus la crise continue, plus elles sont en danger. Donc je pense qu'on a effectivement un temps à venir. Alors on revient à l'idée d'évolution, révolution, mais qui pourrait être aussi un temps de confrontation ou de effectivement de choc entre différentes parties de la population et avec des oubliés d'Internet. Je reprends un titre là d'un ouvrage, mais qui effectivement sont aux marges, se sentent exclus, d'autres qui grossissent de plus en plus. Alors, pour mettre un peu d'optimisme, si vous me permettez, Anna aussi, puisque vous nous avez engagés à réagir, mais je ne veux surtout pas empêcher l'audience hein, de poser des questions, mais à un moment, vous avez mentionné les blagues et le rire et en ligne. Et je me demande effectivement aussi, alors c'est pas est-ce que le rire va nous sauver, mais dans ces rapprochements, effectivement, ce qu'on a vu, c'est aussi un besoin de partager du léger, de partager du rire. Alors j'ai envie de me tourner aussi vers les deux autres orateurs pour justement les interroger sur ce besoin aussi à un moment de légèreté qui se manifeste en ligne, de rire et de sortir, d'oublier un peu par ce biais justement le quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vraiment se manifester en ligne? Oui, le rire, c'est une question qui me plaît beaucoup. En fait, il y a beaucoup de sortes de rire. Il y a le rire quand on veut décompresser, quand on veut avoir du temps de qualité passé ensemble. Je pense que la technologie ne contribue pas au développement de rire. Par contre, le rire négatif est très fort en ligne. En Hongrie, un grand politique a été, entre guillemets, assassiné par des blagues répandues sur Internet. Je rejoins Monsieur le professeur. Effectivement, le rire négatif et positif ne sont pas des équivalents. Les études psychologiques soulignent que l'humour positif, donc l'humour qui peut s'adapter, qui peut servir les objectifs de la communauté, peut être très important, mais il y a un humour négatif aussi, par exemple l'agressivité ou encore l'humour qui contribue à perdre de la confiance en soi. Tout ça, ça peut être très, très destructif. Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur Chappali. C'est vraiment l'humour négatif, agressif qui gagne du terrain. Est-ce que c'est causé par la frustration? Donc, il y a un grand stress qui s'est accumulé dans les personnes. Est-ce que c'est ça qui cause l'agressivité? Est-ce qu'il y a des crises financières, sanitaires à la fois? Est-ce que c'est ça qui aboutit à cette agressivité? Oui,
je suis d'accord avec ça, oui. Szerintem is Moi aussi, je suis d'accord. C'est causé par la frustration. La frustration est causée par les crises. Et l'angoisse et la frustration trouvent très bien leur cible. kinevetett és morálisan megsemmisített Et, emberekben, de a bullying is et le bullying est également, műfaj, vagy fait également partie de ces genres-là. Quand une communauté cible, par exemple, un gros enfant, ça peut même aboutir jusqu'au suicide. Donc il y a beaucoup de dangers qui sont liés au bullying, au rire négatif, et tout ça est causé par le manque de l'éducation. Erre az utolsó gondolatra Je voudrais réagir en guise de conclusion à cette dernière phrase. Hát, miben tudnák megfogalmazni Comment- a kívánatos következő lépés? Qu'est-ce que vous pensez quelle devrait être la prochaine étape? Hallgatjuk is ezt a beszélgetést. Par exemple, ceux qui écoutent cette table ronde, quel est le conseil que vous leur donneriez? Que faire pour améliorer la communication en ligne? Comment s'éduquer pour améliorer la communication en ligne? eleve ugye hát bennünket agadnak 15-en, tehát ilyen szempontból Déjà, une quinzaine de personnes nous écoutent, donc il ne faut pas haïr ceux qui écoutent cette table ronde. Quand j'ai fait des présentations, j'ai toujours dit que c'est quand on parle de l'anti-alcoolisme, de közönségben csak non, quand on parle de l'alcoolisme, tandis que ceux qui ne boivent pas du tout d'alcool nous écoutent. Donc là, on a quelques participants qui nous écoutent, on les a déjà atteints, mais je me demande comment est-ce qu'on peut atteindre ceux qui ne nous écoutent pas, ceux qui n'écoutent pas ce genre de communication. À mon avis, l'enseignement hongrois est tout à fait scandaleuse. Il n'y a pas d'éducation proprement dite. Donc, il faut éduquer les enfants à communiquer, à aimer, à tolérer les autres. Et ce n'est pas enseigné dans le monde hors ligne. Donc, comment est-ce qu'on pourrait atteindre que ce soit enseigné en ligne? Donc, on aura besoin de László Német pour ça. On espère que ceux qui nous écoutent ont du pouvoir. Oui, peut-être en France, il y a des oreilles qui entendent ça, parce qu'en Hongrie, on n'a que des oreilles sourdes. Valérie. Valérie? Alors, l'éducation au numérique, alors en France, c'est effectivement un enjeu important. C'est un enjeu, alors scolaire, mais pas seulement. Je crois que c'est de la responsabilité effectivement de tous, mais il y avait déjà de l'éducation média. On a maintenant aussi cette éducation au numérique. Après, j'ai envie de dire aussi que ça dépasse presque. Je vais peut-être faire un constat encore plus négatif en disant il faut aussi éduquer les adultes. On voit par exemple dans le monde professionnel, avec ces usages en ligne qui se développent, des sollicitations. On reçoit des emails à n'importe quelle heure, urgent, le week-end, le soir, etc. Donc, les bonnes pratiques, je crois qu'on doit tous constamment se les rappeler, essayer aussi de se freiner, de mettre en place effectivement ces règles de politesse numérique qui sont pas nouvelles, mais qui sont celles aussi qui permettent de vivre en société en ligne. Et ça, c'est extrêmement important. Après, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir, moi, essayé de faire passer déjà il y a quelques années à des collégiens et des lycéens des messages à la fois positifs. Je suis bien sûr positive sur le numérique, mais aussi des messages de précaution. Et il y a toujours cette idée qu'on est un peu la vieille génération qui donne des conseils, etc. Donc, ces jeunes, ils ont aussi besoin, avec les risques que ça crée, mais d'expérimenter. L'adolescence, c'est aussi un âge de transgression, etc. Donc, c'est très difficile. Il faut savoir les guider, s'intéresser.
suivre aussi les évolutions. Ça bouge tellement, ils passent d'une plateforme à l'autre plus vite que nous. Je suis encore sur Twitter quand mes ados sont sur déjà des nouvelles plateformes que j'ai pas expérimentées. Mais leur donner ce fond effectivement de respect, de valeurs qui sont les mêmes dans le monde, enfin entre guillemets, je ne vais pas opposer monde réel et virtuel. Hein, pour eux, c'est un monde en soi, mais des valeurs solides, les laisser et être là pour les aider aussi, les guider. Mais c'est effectivement un défi incroyable. Hein. Merci beaucoup. Akkor még a cyberbullying gondolatára visszatérve, én még csak annyit szeretnék En ce qui concerne le harcèlement en ligne, cyberbullying, j'aimerais juste faire une petite remarque. Je pense que du point de vue de l'éducation, il pourrait y avoir un pas important à accomplir. Il existe même une application qu'on utilise dans un programme de prévention. Une jeune fille de 15 ans a en fait mis en place d'une application de prévention de cyberbullying, de harcèlement en ligne. C'est-à-dire, avant d'écrire un message que nous décrivons déjà avec l'intention, pour ainsi dire, d'exprimer nos problèmes, ça peut être une lettre de plainte, ça peut être n'importe quoi. Il faut déjà relire cette lettre comme si on était la personne qui reçoit cette lettre, le destinataire. Les personnes en très grande proportion, plus de 60%, ont réécrit cette lettre. C'est-à-dire, déjà, il faut repenser ce qu'on vient d'écrire. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne pensée pour clore cette conférence, c'est-à-dire arrêtons-nous un petit peu, réfléchissons comment nous parlons, comment nous communiquons en ligne, d'ailleurs, en ligne également. Alors permettez-moi de vous remercier encore de votre présence, d'avoir partagé vos idées avec nous et nos spectateurs. Un grand merci de nouveau. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de force, persévérance dans votre vie et travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, Anna, pour cette modération, animation et toutes ces questions que vous nous avez posées. Et merci aussi aux deux autres orateurs pour tout ce qu'ils ont partagé avec nous. Merci sincèrement de cette invitation. Moi aussi. Un grand bonjour, au revoir, et je me sentais très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à nos auditeurs, spectateurs d'avoir écouté et suivi ce débat organisé par l'Institut français de Budapest. Suivez le site de l'Institut français, il y a beaucoup de programmes à proposer. Merci de votre participation. Au revoir.